Hey, hey, est-ce que ce serait pas le grand retour du podcast J'entraîne mon cheval? Eh bien écoutez, oui, moi j'y crois. C'est vrai que sur 2021, ça a été difficile de trouver des invités, puis ça a eu un petit côté démotivant, il faut bien l'avouer. Mais 2021 a eu de cela de cool que Équitalion a eu lieu. Et pour moi, ça a été vraiment un gros boost, puisque ça m'a permis de rencontrer de nouveaux invités potentiels, avec lesquels d'ailleurs on a concrétisé un épisode, soit sur le champ, sur Equita, soit, comme c'est le cas pour notre invité d'aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour plus tard. Et donc, bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval à travers des yeux d'experts. Et il se trouve que sur Equita, j'ai été sur le stand de SOS Sabot. J'ai eu beaucoup de questions de curiosité, parce que vous le savez, je ne suis ni pour ni contre le fer, ni pour ni contre le pied nu. Et j'avais vraiment envie d'échanger sur les hipposandales avec un expert. Donc, occasion rêvée sur Equita et sur le stand de SOS Sabot. Et je me suis dit, ma foi, faisons-en un épisode de podcast. Isabelle, elle a bien voulu jouer le jeu. Et donc elle répond à toutes mes questions de néophyte. C'est quoi une bonne hipposandale? Comment on la choisit? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir pour la transition? Comment se passe la transition? Est-ce que c'est plus ou moins long? Et puis aussi, on parle budget. Combien coûte une hipposandale? Globalement, combien ça coûte? Est-ce qu'il faut se former au parage? Est-ce qu'on peut appeler le pareur toutes les 6 semaines, comme un maréchal, etc. Vraiment, on a essayé de balayer large sur ce sujet. Et à la fin, on parle même des hipposandales vétérinaires. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Je pense que c'est quelque chose à avoir dans un coin de sa tête pour le jour où, malheureusement, mais je ne le souhaite à personne, le cheval fait une fourbure. Pour le jour où, malheureusement, il y a un problème au niveau du sabot, il faut faire des pansements, il faut isoler le pied et le pansement du sol et des agressions extérieures. Voilà, c'est bon d'avoir ça en tête et de se dire que ces solutions existent et qu'on peut les trouver chez SOS Sabot. Bon, écoutez, ma foi, je vous souhaite bonne année, parce que je ne l'ai pas encore fait sur le podcast, et puis je laisse surtout la place à la conversation avec Isabelle de SOS Sabot. Allez, bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir, c'est vraiment très gentil pour cette interview du podcast. En plus, du coup, je suis chez vous et chez les bureaux de SOS Sabot. Et j'ai été accueillie par 2 chiens qui étaient formidables. Oui, ils sont très affectueux, on va dire. Hein. Il y en a un, il a failli me voler mon bonnet. C'était qui, du coup? Chiara. Chiara, ok. Chiara, la plus grande et la plus jeune et la plus enthousiaste, on va dire. Oui, j'ai vu. Voilà. Et elle nous aide toujours beaucoup au bureau. Enfin, les 2 chiens nous aident toujours à préparer les commandes, à accueillir les clients qui ont parfois un petit peu peur, mais bon... Oh, ouais, excellent. Oui. C'est vrai que ça doit détendre en même temps d'avoir un chien comme ça aide à, je sais pas, briser la glace ou... Oui. De toute façon, il ne laisse pas indifférent. Ouais. C'est hyper chouette. Alors, je reprends. J'ai préparé quelques questions avec vous pour cette interview. SOS Sabot, l'origine, pourquoi, comment, d'où ça vient? Alors, ça date de fort longtemps, puisque ça a été créé en 1994. Ouais. Donc, cela montre un peu que je ne suis pas toute jeune non plus. Et ça a commencé simplement par une petite histoire, en se disant que ça serait amusant. J'étais à l'époque avec mon mari qui était anglais. Pour la petite histoire, il est décédé depuis. Et donc, on s'était dit que ça serait amusant de vendre des produits pour les chevaux pour nous amuser à côté de notre travail habituel, qui était de la traduction. D'accord, ok, donc rien à voir. Rien à voir. Et on a commencé avec les produits Keratex, qui sont des produits anglais, donc c'était plus facile. On a de bonnes entrées en Angleterre, on va dire. Une belle-sœur qui concourt en concours complet à niveau international. Donc on connaît pas mal le milieu du cheval en Angleterre. Donc on a commencé avec les produits Keratex. Jusque-là, c'est des produits pour les pieds, donc d'où le SOS Sabot. Et puis, un jour, j'ai eu une jument qui boitait dès qu'on la ferrait. Ah. Voilà, donc je crois que c'était en 96. Ok. Elle avait 4 ans, on la ferrait. Alors, elle ne boitait pas tout de suite, hein, c'était donc pas dû au clou, mais ça commençait 15 jours, 3 semaines après la ferrure. Elle se mettait à boiter et on enlevait les fers, ça allait de nouveau mieux. Et on a recommencé ça 3 fois. Ouais. Et 3 fois, on a eu la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais. Ouais, je comprends. C'est très très compliqué, donc j'ai commencé à faire des recherches, à voir quelles étaient les alternatives. Et donc j'ai trouvé aux États-Unis EasyCare qui vendait des hipposandales. Ok. Donc j'ai commencé par en acheter une paire pour ma jument, voir un peu comment ça se passait. Et je me suis dit que si moi j'avais rencontré ce problème, forcément quelqu'un d'autre en France avait rencontré ce problème aussi ou allait le rencontrer. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, voilà, on va commencer à importer des hipposandales. C'est nous qui avions donné ce nom à l'époque. Hein. Et donc voilà, on a commencé à revendre EasyCare. Alors c'était complètement confidentiel, hein, et une vraie niche à l'époque. Personne ne connaissait, on nous a pris pour des extraterrestres. Oui, parce qu'en 1996, ça remonte quand même, ça devait pas du tout être démocratisé. Absolument pas. Personne ne connaissait. La première fois qu'on a amené ça au Salon du Cheval, les gens, mais vraiment, on regardait ça en riant et en se moquant de nous. Voilà. Éventuellement, ils voulaient bien en entendre parler pour quand on perdait un fer en randonnée, pour avoir une solution pour rentrer à la maison. Mais c'est tout. Et donc, petit à petit, déjà EasyCare a commencé à étoffer sa gamme. Renegade, ça a été donc les 2 premiers. Et puis là, depuis quelques années, on n'a plus du tout les mêmes questions quand on est à Equita ou sur un salon. Les premières fois, c'était « qu'est-ce que c'est ?» c'est juste pour s'amuser ou alors pour… médical, voilà. peut-être. Alors que maintenant, les gens disent « bon, quel modèle d'hipposandale vous me conseillez ?» Donc c'est complètement différent et même maintenant, les gens arrivent avec leurs mesures. Donc il y a vraiment une grosse éducation qui a été faite, beaucoup d'informations qui ont été, je pense, la plupart prises sur notre site et sur nos conseils. Et donc on n'a plus du tout le même discours. Je veux bien croire, oui, qu'en 15 ans, ça a évolué, 25 ans même. 27. Ouais. Je veux bien croire que les mentalités aient changé, parce qu'on le voit dans les autres domaines. Hein, aussi, le saddle fitting, c'était hyper confidentiel à l'époque, ça a évolué depuis. Ça ne m'étonne pas que pour les pieds, ce soit pareil. De plus en plus de gens se posent des questions, ça c'est évident. Du coup, c'est quoi une bonne hipposandale ? Pourquoi avez-vous choisi EasyCare ? Bon, historiquement, je comprends, Renegade et puis les autres marques. Alors, oui, historiquement, il n'y avait que ça. Hein, donc, on n'avait pas bien le choix. Et ensuite, on a essayé de regarder ce qui se faisait. Alors, on essaye d'avoir une gamme étendue. En même temps, on essaye de regarder si ça fonctionne ou pas. On ne peut pas tout suivre. Là, il y en a près une marque par mois qui sort à droite et à gauche. On ne sait plus où donner de la tête. Donc, on essaye, mais bon, on n'est jamais sûr d'avoir raison. Hein, mais on essaye de voir ce qu'il y a d'intéressant dans une marque par rapport à une autre. Et si ça apporte quelque chose ou pas à ce qu'on a déjà. Parce que si c'est pour avoir un doublon, c'est pas intéressant. Pour nous, on est plus dans le conseil et essayer de trouver ce qui va aller au cheval. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'une bonne hipposandale ? Il n'y a pas une bonne hipposandale, sinon il n'en resterait qu'une sur le marché. Hein, ça, c'est pas compliqué. Par contre, chaque cheval va avoir sa bonne hipposandale. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver l'hipposandale qui va correspondre au pied du cheval. Donc pour un cheval, ça va être Renegade qui lui va très bien. Et pour le voisin d'écurie, ça va être une Fury. Et pour le voisin d'à côté, ça va être une Scout. Quelle est la différence du coup entre ces marques ? Vous parlez d'offres complémentaires, chaque marque a sa petite touche. Du coup, en quelques mots, elles ne sont pas fabriquées pareil. Hein, donc elles n'ont déjà pas toute la même forme. C'est pas comme des chaussures où il y a du 37, du 38, du 39, où c'est globalement la même chose. Ici, c'est complètement différent. D'abord, les appellations, chaque fabricant s'est trouvé absolument libre d'appeler la même chose, d'utiliser des tailles… oui, mais qui n'ont rien à voir. S qui n'ont rien à voir. C'est pas S de Fury, c'est ça ? Voilà, okay. C'est ça. Hein, donc, on va avoir la taille 1 de l'un qui va correspondre à la taille 8 d'un autre. Et l'autre, il va l'appeler, par exemple, les vipères 135 multiplié par 135. Enfin bon, okay. C'est pas standardisé. Ah non, c'est pas standardisé et c'est un vrai casse-tête. Hein. Donc on ne peut pas faire d'équivalence d'une marque à une autre ou d'un modèle à une autre. Hein. Même dans la même marque, les modèles ne sont pas équivalents. Donc ça, c'est très compliqué. Et il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont plus ovales, il y en a qui sont plus larges que longues, il y en a qui montent plus haut, il y en a qui montent plus bas, il y en a qui vont… donc où on va mettre l'accent sur la tenue.
Par exemple, un pied qui vient d'être déferré et qui n'a pas encore sa forme définitive, ou un pied qui a été abîmé, par exemple, qui a perdu ses fers, il a une forme un petit peu bizarre, on ne pourra pas prendre une chaussure qui est près du pied. Parce que tout le monde veut des chaussures près du pied ouvertes. C'est pas compliqué, mais ça va pas à tout le monde, parce que pour ça, il faut un pied parfait. Et quand le pied est pas parfait, eh bien, on va prendre quelque chose d'un peu plus tolérant, donc il sera moins près du pied, qui remontera éventuellement plus haut et qui se fermera bien, comme ça. Pour englober vraiment. Voilà, ça englobera tout le sabot et on a moins de risques de les perdre. Ou un autre problème qu'on peut avoir, c'est que ça tourne. Hein. Mais c'est pareil, quand le pied n'est pas parfait, c'est très compliqué. De même, si le cheval a des allures un petit peu particulières, s'il billarde, comme souvent les chevaux espagnols, c'est plus compliqué de faire tenir la chaussure, parce qu'il y aura une force centrifuge énorme qui va éjecter vers l'extérieur. Ouais. Donc, on va avoir des chaussures qui tournent vers l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, effectivement, bon, alors, il faut savoir, hein, c'est comme pour tout, on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais on essaye d'être sûr à 95%. Oui. Et voilà. Et donc, c'est toutes ces problématiques qui vont nous amener à conseiller une chaussure plutôt qu'une autre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de marques. En fonction. Voilà. Chaque fois, on se dit, celle-là, elle a un petit plus. Par exemple, la dernière qu'on a rentrée, là, c'est Explora. Elle a 3 hauteurs au niveau des talons. Donc, ça nous semble intéressant, en plus d'un réglage en longueur. Voilà. Mais du coup, elle n'est pas aussi facile à utiliser pour un néophyte qu'une chaussure comme une trail, par exemple, où on ouvre, on met le pied, on ferme avec 2 velcro et c'est fini. Donc, quelqu'un qui part en balade, on va dire 1 heure par semaine, qui a un pied qui va bien, quoi s'embêter à faire tout un tas de réglages. Il vaut mieux une chaussure qui monte un petit peu, hop, on met le pied, facile on d'accès, ferme, et au moins on est sûr de la mettre. Parce que si c'est trop compliqué, on va pas arriver à faire les réglages correctement. Du coup, on va s'énerver. On va galérer. On va galérer, et au bout du compte, on va pas la mettre. Donc, ça sert à rien. De l'argent perdu et une chaussure pas utilisée, un cheval malheureux, on va dire. Et pour nous qui ne sommes pas sur le terrain, puisqu'on est au conseil par téléphone ou par email en voyant des photos, on ne peut pas forcément tout faire non plus. Hein. Et on a arrêté certaines marques parce qu'on n'arrivait pas à les ajuster à distance. En fait. Hein. Et on avait beaucoup de retours. Donc, nous, on se base un petit peu... Alors, au début, on prend les chaussures, on peut pas savoir. Mais si 8 paires sur 10 reviennent parce qu'elles ne conviennent pas, elles conviennent peut-être à 20% des chevaux, elles sont peut-être excellentes pour 20% des chevaux, mais ce n'est pas satisfaisant pour nous. Hein. Il faut absolument qu'on ait un taux de satisfaction plus important. Et c'est ce qui nous fait faire notre choix. Oui, ça, je comprends. Je vais prendre mon exemple, du coup. Je me permets, comme ça, allez-y. Je teste. Cantad, on fait de l'endurance. Potentiellement beaucoup de kilomètres. Il n'a pas des pieds super, parce que c'est un pur sang arabe. J'ai beau lui donner tout ce que je veux, ça pousse, mais pas non plus de manière extraordinaire. Et il a toujours été ferré. Alors, si jamais je devais passer sur Hipposandales, qu'est-ce que vous me conseilleriez ? Alors, la première chose à faire, c'est malheureusement, il faut déferrer pour voir comment va être le pied, faire un léger parage. Alors, moi, je ne veux pas intervenir dans le parage parce que ce n'est pas mon métier. Hein, on est d'accord, chacun son métier. Par contre, j'aime bien que les chevaux soient quand même pas trop parés tout de suite au début, parce que sinon, ils vont avoir très mal aux pieds et la transition va être difficile. Hein. Mais là, la plupart des pareurs ou maréchaux sont d'accord sur ce point-là, qu'on y va progressivement. Donc, il faut prévenir le maréchal que c'est pour une transition. Exactement. Ok. Exactement. Hein, parce que quand on refaire, on part assez court quand même. Oui, d'accord. Donc, je comprends. Voilà. Mais c'est important de le spécifier du coup. Oui. Il vaut mieux lui dire, parce qu'il y en a certains qui n'y pensent pas s'ils n'ont pas l'habitude de déferrer régulièrement. Et donc après ça, prendre les mesures. Alors, l'idée, c'est quand même de le faire pas trop près de la course d'endurance. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce que non, pouvez... là, c'est l'hiver, donc là, c'est bon, on est en repos. Donc ça, pour moi, c'est l'idéal de faire ça à l'automne ou en début d'hiver, parce qu'en général, on monte quand même moins les chevaux, ou alors on va en manège, là, il n'y a pas trop de problème. Et ça laisse quand même tout l'hiver pour que le pied se fasse. Parce qu'il y a aussi un souci les premiers mois, c'est qu'il y a toutes les traces de trous de clous qui endommagent la paroi. Et donc, ça va s'effriter autour, ça va faire des cassures. Donc, le pied va mettre quelques mois avant de ne plus avoir aucune trace. Et donc, pendant ces quelques mois, il est plus fragile. Idéalement, ça serait de prendre
en premier lieu une chaussure un peu plus tolérante qu'on changera après quand on commencera à faire des grosses courses. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres vous faites en endurance. 80 pour le moment, on essaye. D'accord. 80, Ok, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Que du coup, il y a les entraînements qui vont avec, aussi en amont, Oui. qui sont du coup assez costauds. C'est pas juste une balade d'1 heure dans la semaine. Voilà, c'est ça. Mais bon, je conseillerais, pendant l'hiver en tout cas, de prendre des chaussures un petit peu plus tolérantes. Bon, à voir selon les mesures. Du coup, les mesures, il vaut mieux que je les prenne, par exemple, je décalque entre guillemets le pied de cantate sur une feuille de papier et après je les prends. Alors non, parce que là, sur la largeur, on va pas être trop faux. On va avoir quelques millimètres de plus en largeur que la réalité. Mais là, bon, on pourrait presque faire. Mais par contre, dans la longueur, on n'y arrive pas du tout. Parce qu'il faudrait passer sous les glaumes avec le crayon. Et là, on n'y arrive pas. Et en fait, on a un petit schéma sur le site qui montre exactement... sossabo.com. Voilà, c'est ça. Je précise. Alors, c'est SOSABOTS. Il n'y a pas de S. D'accord, Pas ok. deux S, pardon, oui, ok. au milieu. Hein, où ça fait sauce sabot, c'est Oui. moins joli. Mais bon, voilà. Donc, il y a un schéma où on a noté comment prendre les mesures. Ce qu'on conseille, c'est que vous pouvez prendre des photos. Alors, c'est plus facile si vous avez quelqu'un pour vous aider. Si vous êtes tout seul, c'est pas évident. Avec le centimètre sous le pied. Et prendre 2 photos par pied. Alors, une pour la largeur, où vous mettez le 0 d'un côté de la paroi et puis... Le mettre au ruban jusqu'à l'autre côté. Alors, quoi, en gros. ruban, il vaut mieux Il est avoir trop quelque chose d'un petit peu rigide. Donc plutôt une règle, du coup. Une règle, par exemple. Ok. Parce que sinon, le mètre, il va avoir quelques millimètres d'écart. D'accord. Ça va être plus compliqué. Ok. Ou alors, il faut être vraiment 2 personnes et une qui tient d'accord, pour ok. qu'il soit rigide. Et ensuite, pour la longueur, vous prenez une photo, mais vous mettez bien le 0 en pince et pas en talon. D'accord, ok. Parce que comme ça, nous, on décide de l'endroit où on s'arrête. Ok, Hein, on va d'accord. tracer notre ligne et on va voir. Et aussi, alors ça va vous paraître idiot, mais on reçoit des dizaines de photos tous les jours, donc on a souvent le problème. Pas mettre vos doigts à l'endroit des talons. Ouais. Parce que sinon, c'est là où on va vouloir faire la lecture et on ne peut pas. Oui, ok. Hein. Oui, ça vaut le coup de le préciser. Voilà, parce que tout le monde fait bien attention. Donc, le 0 en pince, pas les doigts au niveau des talons. Et nous, comme ça, quand on lit les photos, on regarde et on va... Vous vous arrêtez au bon endroit et vous n'avez pas les doigts qui gênent. Voilà, En exactement. gros. Alors, ce qu'on conseille, si vous voulez faire les antérieurs et les postérieurs, on vous conseille d'envoyer 2 mails pour être sûr. Parce que des fois, les serveurs, ils mélangent les photos. Même si vous dites la première, c'est l'antérieur, la deuxième, c'est le postérieur. Quand on regarde les photos, on s'aperçoit que des fois, c'est mélangé. D'accord. Alors, soit vous êtes doué en on les renomme informatique. bien. Alors, si on envoie sur le site, ça garde pas, on ne voit pas Ça forcément. garde pas les noms. Donc, D'accord. soit vous êtes doué en informatique et vous écrivez à côté de votre photo, sur votre photo, antérieur droit ou antérieur gauche. Hein. Mais de manière générale, il vaut mieux avoir un mail pour les antérieurs, un pour les postérieurs. Et si vous avez plusieurs chevaux, plusieurs mails. Comme ça, on est tranquille, c'est plus simple. On se mélange pas. Après, donc, vous pouvez nous envoyer ces photos et nous laisser, on va dire, 1 demi-heure pour que le serveur arrive à tout envoyer et vous nous appelez derrière. C'est le plus simple, on en discute comme ça, c'est plus rapide que d'attendre la réponse du mail parce que le mail, ça prend un moment avant d'écrire, de tout expliquer. Soit c'est un cas simple et on vous conseille tout de suite une paire de chaussures, soit le cas n'est pas simple et on vous conseille de passer par un kit d'essayage où il y a la base des chaussures, hein, ce ne sont pas les chaussures entières, et qui vont permettre de voir quelle est la taille et le modèle qui convient. Donc dans ce cas-là, quand on envoie un kit, on envoie plusieurs modèles. Comme ça, on est tranquille pour essayer de ne pas avoir besoin de faire 10 envois. Hein. L'idée, c'est qu'il y a un seul envoi, on envoie plusieurs tailles et plusieurs modèles. Et comme ça, chez vous, vous essayez. Soit vous trouvez tout de suite ce qui va, soit pareil, vous nous appelez et on en discute. Il ne faut pas hésiter, nous on favorise le dialogue. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous achetiez la mauvaise chaussure et que vous ne soyez pas contente. Hein, ça, c'est le pire des scénarios. Donc, ce n'est pas grave si on passe du temps au téléphone. Il ne faut pas hésiter à appeler pendant que vous avez le kit. Parce que là, c'est pareil, il y a des personnes qui ont peur parce qu'on demande une caution pour l'envoi de ce kit, parce qu'il y a des personnes des fois qui oublient un peu de les renvoyer. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas encaisser la caution avant de vous informer. Ouais, Hein. oui. Donc, parce qu'il y a des personnes qui renvoient... C'est sécurité. Quoi, Voilà. Il y a des personnes qui ont tellement peur qu'on encaisse la caution qui renvoient le kit et puis qui après nous appellent pour les questions. Et on leur dit, il faudrait retourner voir tel point et tel point. Ah, j'ai renvoyé le kit.
C'est dommage. Donc, ne renvoyez pas avant que tout soit fixé, qu'on ait déterminé la chaussure et la taille qu'il faut pour votre cheval. Est-ce que vous avez aussi besoin d'une photo avec du coup le kit porté, la semelle portée et le membre du coup d'aplomb? Ça dépend des cas. D'accord, ok. Très souvent, on n'en a pas besoin. Parce que c'est évident que soit ça rentre pas dans l'un, soit, enfin voilà, par téléphone, on arrive à dire tout de suite ce qui va et ce qui va pas. Il y a aussi des vidéos qui sont faites, en particulier pour Scoot Boot, qui est un petit peu compliqué à ajuster. Il y a une vidéo qui est très complète pour expliquer les 4 points qu'il faut regarder. Toujours sur SOS Sabot? Oui. Ok. Oui. Dans la fiche technique, il y a normalement les vidéos sous chaque chaussure. D'accord. Et sinon, on a une chaîne YouTube aussi, SOS Sabot, où normalement, il y a aussi ces mêmes vidéos qui y sont. Alors ça, c'est mon travail. Il peut arriver que des fois, j'oublie d'en mettre une d'un côté ou de l'autre. Mais idéalement, elles sont des deux côtés. En combinant les deux, on devrait y arriver. Et s'il y en a une qui n'est pas d'un côté ou de l'autre, il faut vite m'avertir et puis je la mettrai. Okay. Voilà. Ça marche. Et donc, pour en revenir à votre cas, il est possible qu'on ne prenne pas tout de suite une chaussure d'endurance. Qu'on prenne une chaussure un petit peu plus facile pour les premiers mois, jusqu'à que le pied ait pris sa forme définitive. Parce que du coup, ça s'élargit, c'est ça Alors, ça dépend. Des fois, ça s'élargit et des fois, ça se rétrécit un petit peu quand on a laissé les pieds partir un petit peu, s'évaser. Donc, on peut avoir les deux cas de figure. La plupart du temps, ça s'évase un petit peu. Surtout pour les postérieurs qui sont un petit peu plus ovales. Alors autre chose, antérieur-postérieur, j'avoue que moi j'aime bien faire en 2 étapes. Il y a des personnes qui sont pressées, qui veulent absolument avoir les 4 d'un coup. Moi je trouve que c'est bien de faire d'abord devant, on voit comment ça se passe, surtout si la personne n'a pas l'habitude des hipposandales. Vaut mieux commencer par le devant? Oui. D'accord, moi j'aurais commencé par le derrière, tiens c'est marrant. En admettant qu'on défère des 4. Dans ce cas-là, on laisse pieds nus derrière pendant un petit moment, on regarde devant. Devant, d'une part, c'est plus facile. Les chaussures sont un petit peu plus difficiles à faire tenir derrière. La forme des pieds, l'engagement, la poussée des pieds, c'est un petit peu plus difficile à trouver derrière. Donc c'est pour ça que je me dis on commence par devant. Et puis quand les cavaliers font des sorties courtes ou sur des terrains moyens, il peut arriver qu'il n'ait pas besoin de derrière. Par contre, en attelage, par exemple, il y a toujours besoin de 4. Mais donc, de mettre devant, on peut avoir simplement un mois d'écart entre les deux. Oui, mais simplement en mettant devant, ça permet de voir aussi la personne. Elle va savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Elle va dire, finalement, j'aimais beaucoup les velcro, mais maintenant, je préfère autre chose. Ce que vous m'aviez conseillé, finalement, vous aviez peut-être raison. Moi, j'ai pas voulu, j'ai préféré ça. Finalement, derrière, je vais prendre autre chose. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, moi, quand j'ai commencé. Il y avait des chaussures qui s'appelaient les boas, qui ne se font plus, qui me plaisaient énormément. Et les Old Mac, qui me paraissaient compliqués et pas agréables à mettre. J'ai dit, non, moi, je vais prendre des boas. Ouais. Et puis donc, j'ai pris des boas pour tous mes chevaux. Et puis, finalement, c'était plus difficile que prévu à mettre, alors que ça avait l'air très facile. Mais bon, c'était compliqué. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais essayer la Old Mac. J'ai essayé la Old Mac, j'ai dit, mais c'est 10 fois mieux. Donc du coup, mais pourquoi? Voilà. Et du coup, j'ai changé, j'ai pris des Mac et j'ai laissé tomber les boas. Donc c'est pour éviter ce genre de mésaventures que je conseille, si on a le temps, de commencer avec les antérieurs. On essaye. Si le modèle va bien, on peut, en admettant que les postérieurs veuillent bien du même modèle, puisque c'est eux qui choisissent, on peut dans ce cas-là prendre les mêmes. Mais en tout cas, on a quelques idées de ce qui est facile ou difficile. Je vois que les personnes sont très différentes et bon, même si ça a l'air un peu sexiste, je vais quand même dire, les messieurs ont beaucoup plus de force dans les mains et dans les doigts. Et du coup, des chaussures qui peuvent paraître difficiles à une personne mince et petite va être très facile pour un géant qui fait 1m90 et qui a beaucoup de force dans les mains. Par exemple, les épiques, les hommes, ça leur pose aucun problème. Alors que des femmes qui n'ont pas beaucoup de force dans les doigts vont trouver que ça fait mal aux doigts, les câbles et tout ça. Donc, c'est vraiment très personnel. Et c'est marrant, c'est personnel, mais pour les deux, du coup, pour le cheval et pour le cavalier. C'est marrant. Oui, comme, oui. Donc, c'est pour ça que pour trouver la bonne chaussure, et bon, pour parler d'un autre exemple, chez Equine Fusion, ils ont 2 modèles, on va dire, phares, l'Active et la All Terrain Ultra. C'est la même semelle, donc pour le cheval, c'est pareil. Par contre, elle ne ferme pas pareil. Au bureau,
on est moitié-moitié. Ah oui, c'est vraiment du j'aime pas, quoi. Voilà. Moi, les actifs, je les trouve beaucoup plus faciles à mettre. Et Béatrice dit, ah ben non, moi je préfère les all-terrain ultra, elles sont bien plus faciles à mettre. Donc quand un client nous demande, c'est compliqué, on leur dit moitié-moitié, ça dépend. Imaginez, qu'est-ce que vous allez préférer? Est-ce que vous allez préférer des sangles acérées ou est-ce que vous allez préférer un rabat avec un petit bouton sur le côté? Voilà, imaginez-vous en train de les mettre et ce que vous allez préférer. Ah oui, ça doit être compliqué quand on est vraiment un néophyte et qu'on n'a jamais touché à ce genre de choses. Je pense que de se projeter comme ça doit être un peu complexe. Ouais. C'est pour ça que je dis, on commence petit à petit. Si on a plusieurs chevaux à faire, je dis, c'est bien de commencer avec un. Hein, vous en choisissez un et de préférence un qui n'a pas de mauvais pied, tant qu'à faire. On va commencer par un facile, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, on va continuer. Bon, si on en a 15 à faire, une fois qu'on en a fait un ou deux, on peut faire tous les autres d'un coup. Mais qu'on ait d'abord pris une petite expérience. Voilà. Moi, je ne suis pas pour vendre 50 paires d'hipposandales à quelqu'un qui ne va pas être content, qui va les revendre, qui va dire que les hipposandales, c'est nul et qui va referrer. Ça sert strictement à rien. Et je pense que pour le bénéfice des chevaux aussi, parce que je pense quand même que la plupart du temps, ils sont mieux pieds nus, il vaut mieux que le cavalier soit satisfait. Si le cavalier, ça va bien, en règle générale, c'est qu'il a trouvé le bon truc pour son cheval, donc les deux sont contents, du coup. Voilà. Et je pense qu'il faut déférer et prendre des hipposandales si on est convaincu que c'est une bonne idée. Sinon, si c'est parce que le voisin nous a peut-être dit qu'il faudrait faire ça, mais qu'on n'est pas convaincu, c'est pas la peine, on trouvera toujours des défauts et des problèmes. Moi, pour l'endurance, alors là, pareil, je suis toujours en recherche et en débat. C'est vrai que l'endurance, c'est vraiment demandeuse en ferrure. Et donc, c'est un peu, je vais dire, moitié-moitié. Les gens qui sont à haut niveau, ils disent, c'est vrai que l'hipposandale est pratique. Par contre, si tu commences à faire des courses où ça va vraiment très vite, le fer reste a priori, je cite, une solution facile. Et en tout cas, beaucoup, parfois, testent l'hipposandale ou des fers un peu plus cool, je vais dire, que du fer alu ou du fer classique. Et ils reviennent après plus tard au fer pour les grosses courses. Je sais qu'il y a des contre-exemples. Ah, alors j'allais dire, là c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Les grosses courses, ils sont tous en chaussures collées, tous les gagnants pratiquement. Ça a commencé aux États-Unis évidemment, où il y a beaucoup de courses d'endurance, et en particulier la Davis Cup, qui est réputée quand même pour une course extrêmement compliquée. Je crois que c'est 160 km dans c'est les plus hauts niveaux, de la rocaille en une journée. Enfin vraiment très très... Les premières années où les hipposandales existaient, le prix de la meilleure condition revenait toujours à un cheval en hipposandales. Donc là, maintenant, dans la Davis Cup, sur les 10 premiers, il y en a 8 qui sont en chaussures. Ouais. Enfin, les 8 premiers. La Davis Cup, elle revient souvent en contre-exemple. Mais c'est vrai qu'en France, ça peine, je trouve, à arriver. Et il y a quand même le fer qui... Alors, je ne sais pas, du coup, si c'est par historique ou par autre chose. Non, c'est par historique. On a l'habitude du fer. C'est plus facile parce qu'on ne s'en occupe pas. Alors que l'hipposandale, il faut gérer un petit peu plus. Il faut aussi vérifier l'état du pied sans arrêt. Enfin bon, alors que sinon, on délègue ça au maréchal. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Sur une 160, je précise quand même que les chevaux sont ferrés avant, pendant et après. Pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas. Oui. Et voilà, du coup, c'est... Voilà, il y a quand même un suivi, c'est pas juste on pose des fers et on attend. Oui, non, mais ça on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chaussure n'est pas usée à la fin des 160 km. Oui, alors qu'un fer, oui. Quelle est la durée comme ça d'une chaussure ? Alors en endurance, forcément beaucoup moins qu'autrement. Mais par exemple, à Florac, il faut referrer au milieu. Parce que les fers sont finis. On fait une course en chaussures à Florac. Avec la même paire d'hipposandales, et elle est encore bonne après. D'accord. On n'en fera peut-être pas deux, parce qu'on remettra plutôt des neuves, mais on peut encore refaire des entraînements. Et voilà. Après, les gens qui font de la randonnée au long cours, par exemple, ou qui marchent beaucoup au pas, il y en a qui font 2000 km avec. Oui, ok. Donc c'est très, très variable. On va dire en course d'endurance très, très intense, on va faire 300-400 km. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 2000. Ça dure plus longtemps en chaussures. Alors, ça s'explique d'abord parce que le caoutchouc est plus résistant que le métal, mais aussi parce que le résultat, quand le cheval ne travaille pas, il est pieds nus. Il n'use pas ses chaussures. Ah bah oui, aussi, on les enlève, exact. Alors qu'avec les fers, il les use même quand il est au pré ou tout le temps. Du coup, ça veut dire sur certains terrains,
Je viens du sud, très caillou, et puis du caillou assez coupant, pas du galet comme on peut avoir potentiellement ici. Ça veut dire que je suis obligée de laisser, par exemple, mes hipposandales dans mon pré, si je suis dans le sud de la France? Alors, on va dire au départ, quand vous venez de le déferrer peut-être, mais vous allez profiter d'une période où c'est un peu plus humide, où les terrains sont un peu mous pour pas les mettre, pour que votre cheval, petit à petit, ait la corne qui se durcisse. Et petit à petit, elle va se durcir et s'adapter au terrain sur lequel il vit. Donc, s'il est toujours sur des terrains durs, ses sabots vont devenir plus durs. Ce qui va être difficile après, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des hipposandales, c'est soit quand on rajoute le poids du cavalier, qu'on rajoute du travail, ou qu'on va dans un terrain inhabituel. Mais a priori, un cheval qui vit dans un terrain dur, s'il ne fait rien, il n'a besoin de rien. Une fois qu'il est habitué, effectivement, s'il a eu des fers toute sa vie et que vous lui enlevez, il y a certains chevaux, ça va aller très bien du jour au lendemain, d'autres auront besoin d'une plus grande période d'adaptation. Donc effectivement, on peut avoir besoin au début d'hipposandales pour le pré. Mais normalement, c'est temporaire. Et après, on les met que quand on va sur des terrains plus durs que d'habitude, ou alors sur des distances plus longues, ou des vitesses plus importantes. Par exemple, alors nous avons une cavalière sponsorisée qui est Zoé, qui court jusqu'en 120. Quand elle fait ce Fontainebleau, elle est pieds nus. Hein. C'est du bon pour les cavaliers qui font beaucoup de grosses courses un peu partout en France, ça je comprends qu'ils choisissent. Non, mais c'est du bon terrain. Elle ne met pas de chaussures. Oui, d'accord. Et chez elle, elle est dans le Jura, donc les terrains sont caillouteux. Ils sont pieds nus tout le temps. Ok, ça me fait rêver. Mais bon, ça peut prendre une ou plusieurs années avant d'obtenir un pied qui est capable effectivement de rester pieds nus. Et sachant qu'il y a certains chevaux qui se font jamais aux pieds nus et où il faudra chausser dès qu'on voudra partir, même pour une balade pas très longue. À la base, je voulais le laisser pieds nus. Puis dès que je l'ai eu à 4 ans, on faisait pas grand-chose pourtant à l'époque, mais il marchait sur des œufs, il cherchait toujours le moindre bord d'herbe, alors qu'on était dans le nord de la France, donc terrain pas non plus agressif. Du coup, voilà, c'est à partir de là que j'ai dû commencer à ferrer progressivement l'avant. Puis on est allé dans le sud, j'ai dû faire l'arrière, j'ai dû plaquer. Donc, si vous aviez connu les hipposandales, à l'époque, peut-être, vous auriez peut-être bien. mis des hipposandales pour sortir en promenade. Alors, à savoir en endurance, comme il y a des allures assez vives, le problème qu'il peut y avoir, et c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer avec les hipposandales, c'est les frottements. Donc, quand on va sur des grandes distances, par exemple, on va dire à partir de 90, en général, on colle. Parce que comme ça, d'une part, on ne risque pas de perdre la chaussure. Oui, que ça tourne aussi, j'imagine. Que ça tourne, mais bon, ça ne va pas tourner. Si à l'entraînement, on la met et que ça ne tourne pas, il n'y a pas de raison que ça tourne le jour de la course. Mais on n'est jamais à l'abri d'en perdre une, mais surtout d'avoir des irritations. Alors du coup, on colle des chaussures qui ne dépassent pas de la paroi. Et la plupart des cavaliers d'endurance les collent 2 jours avant la course et décollent le lendemain. Donc la colle du coup n'a pas d'influence néfaste. Ça c'est la grosse question. Une colle spécifique, j'imagine. C'est une colle spécifique qui malgré tout est quand même une colle chimique. Il ne faut pas se voiler la face. Mais a priori, il n'y a pas d'effet qui a été noté. Et donc, Zoé, c'est ce qu'elle fait. Elle a appris à coller. C'est pour ça qu'il existe des stages de collage. Nous, on va aussi organiser un stage de collage ici. On en a déjà organisé pour que les cavaliers d'endurance qui veulent apprendre à coller viennent et apprennent à faire eux-mêmes. Parce que c'est vrai que si on est dépendant de son podologue ou du maréchal, c'est compliqué quand on va en course régulièrement. Il y a des dates très précises pour coller. Donc voilà, c'est une solution. Le collage peut exister aussi sur d'autres chaussures. Par exemple, Equine fait des chaussures qui s'appellent 24/7, qui peuvent être collées. Et ça peut être utilisé pour les chevaux en période de transition, justement. Ou des chevaux qui sont mal à l'aise tout le temps. En plus, elles ont une bonne élasticité et elles amortissent beaucoup. Donc ici, là, à côté de chez SOS Sabot, enfin chez moi personnellement, on va dire, j'ai un cheval qu'on colle tout le temps à l'année, parce que c'est un cheval de course, un trotteur, et qui donc a un peu souffert dans les pieds, mais surtout dans les articulations. Et d'avoir ses chaussures 24 heures sur 24, ça le soulage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en met aussi un vieux cheval qui a 30 ans, qui continue un petit peu à travailler. Et on voit bien que quand il a les chaussures, il est soulagé. Donc,
Voilà, il y a des cas où l'hyposandale peut être aussi un petit peu thérapeutique par rapport au fer, par rapport aux plaques, par rapport à tout un tas de choses. Et d'ailleurs, quelles sont les caractéristiques principales des hyposandales par rapport aux disciplines? Parce que j'imagine que c'est comme les chaussures, qu'il y a des chaussures qui sont plus marche, des chaussures qui sont plus ville, des chaussures qui sont plus rando, running. Est-ce que c'est pareil pour les hyposandales? Alors, oui et non. Elles ne sont pas encore allées dans cette spécification-là parce que les hyposandales ont au départ été inventées pour l'endurance. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, elles vont toutes pour l'endurance. L'idée, c'est qu'elles soient vraiment protectrices et amortissantes. Et petit à petit, par contre, les utilisations varient et se diversifient. Et en particulier, on voit au cours des 5-6 derniers mois une grosse tendance en saut d'obstacle. Ah ouais? Oh, j'aurais pas cru, tiens. Les cavaliers y défèrent. Moi, je pensais qu'ils déferraient, mais qu'ils laisseraient pieds nus, du coup, dans leur carrière. Pour moi, le sable, il est tout doux, tout fin. Ouais. Oui. Non, mais il laisse... Alors, comme aux Jeux Olympiques, il y avait quand même 3 cavaliers olympiques qui étaient sans fer en CSO. Ça fait boule de neige. Hein. Depuis, tous les cavaliers défèrent. Alors, effectivement, sur les terrains, ils n'ont pas besoin d'hyposandales. La plupart du temps, les terrains sont bons. Oui, la carrière, c'est très contrôlé comme terrain. C'est pas agressif. Voilà. Par contre, les cavaliers de CSO font souvent des trottings ou des promenades à l'extérieur. Et à ce moment-là, il faut protéger les pieds. Oui. Okay. Donc, dans ce cas-là, il faut des chaussures. Et il y en a même qui mettent des chaussures pour aller du camion jusqu'au box si le chemin a des petits cailloux qui pourraient faire mal aux pieds. Parce que, évidemment, quand on commence à sauter quelques hauteurs, il vaut mieux que le cheval ait pas du tout mal. Oui. C'est trop bête d'avoir une blême ou un truc comme ça. Ou même sans ça, un tout petit caillou qui rentre dans la ligne blanche, ça peut faire boiter un cheval. Ouais. Et à ce moment-là, sauter 1,50 m ou plus, ça devient compliqué. Donc, les cavaliers comme ça, de ce niveau-là, prennent toutes les précautions. Mais effectivement, la plupart sautent pieds nus. On a quand même le cas d'une cavalière sponsorisée par nous, là, Daphné Radzel, qui a un cheval qui se retient, d'après elle, un petit peu quand il est pieds nus, même sur bon terrain. Donc, elle lui met des chaussures pour sauter. Donc, pour le moment, elle a utilisé 2 types de nos chaussures pour sauter jusqu'à... Donc, elle fait entre 1,35 m et 1,50 m. Ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Par contre, elle en a mis pour le moment qu'aux antérieurs. Ok. Et derrière, du coup, il est toujours pieds nus. Et il est pieds nus derrière. Okay. Scoot Boot, qui est australien, a des cavaliers aussi sponsorisés qui sautent avec des scouts, des choses qui ont l'air assez conséquentes. Donc, je pense que ça va être un petit peu une évolution qui va venir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pieds nus, le cheval est déjà mieux que ferré parce que ferré, ça fait des ondes à la réception sur les tendons qui ne sont pas forcément très bonnes sur le long terme pour le cheval. Donc, pieds nus, c'est mieux. Avec les chaussures, il y a encore de l'amorti. Oui, moi, pour l'amorti, je mets du silicone. Je plaque et je mets du silicone, du coup. Ouais. On peut rajouter aussi du silicone dans les chaussures collées. D'accord. C'est une petite semelle qui vient en plus ou c'est vraiment comme le maréchal fait, l'injection directe? Pareil. Alors là, ma question, elle est hyper spécifique et peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais j'ai déjà essayé... Pour tester donc autre chose que les fers, j'avais déjà essayé les duplos et les glouchous, qui sont du coup des fers qu'on colle. Enfin, le duplo, on peut quand même le clouer, mais le glouchou, on peut uniquement le coller. Et Quentad, il n'avait pas du tout supporté ce côté un peu caoutchouc et ce côté un petit peu épais, où en fait, sur le coup, je pensais que c'était chouette, mais en fait, il exagérait un peu son mouvement d'antérieur pour avoir un déroulé de pied normal. Ce qui fait que finalement, il ne l'a pas supporté du tout, ni les duplos, ni les glouchous, et qu'en 10 jours, il a boité pour le coup. Alors, est-ce que, pour moi, il y a des hyposandales comme ça qui sont déconseillées direct parce qu'elles sont épaisses? Ah oui, et puis c'était le côté, a priori, l'ostéo m'a dit que c'était peut-être le côté un peu caoutchouc qui le bloquait plus que d'habitude, là où les fers, du coup, permettent de glisser un petit peu plus. Et donc, voilà, moi, c'est ma question. Est-ce qu'il y a des hyposandales comme ça, avec un caoutchouc peut-être pas trop bloquant, des chaussures pas trop épaisses, pour qu'il ait quand même un mouvement normal de dérouler d'antérieur et de poser de pied? Alors, c'est vrai que c'est une question... hyper spécifique, je le Oui, reconnais. spécifique, que je n'ai pas encore eue. Alors après, c'est vrai que tous les clients ne nous racontent pas forcément leurs déboires. Donc, de mémoire, je n'ai pas eu ce cas de figure. Alors... Je ne sais pas, j'émets juste des hypothèses, j'en ai aucune idée. Mais peut-être que s'il était passé par la case déferrée d'abord, peut-être qu'il se serait habitué à avoir un autre déroulé de pied et que du coup, vous n'auriez pas eu le problème.
Je ne sais pas. Ouais, Hein. ouais, Je je dis, prends hein, toutes les idées. c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Après, il faudrait effectivement demander à d'autres podologues et maréchaux qui ont vraiment l'habitude du fonctionnement du pied et voir ce qu'ils en pensent. En tout cas, il existe plusieurs épaisseurs effectivement de chaussures. Il y en a qui sont plus rigides que d'autres. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par une hyposandale plus rigide. Oui, pour se rapprocher entre guillemets du fer. Oui, Ok. oui. Et pas quelque chose de trop libre. Oui, parce que le Duplo, c'est vrai qu'on avait choisi le plastique le plus dur, mais a priori, ça travaillait quand même dans sa ligne blanche et il aimait pas bien le concept. Alors après, ce qui se passe, alors ça va être difficile d'expliquer ça sans utiliser... Sans schéma, ouais. Ouais, sans faire des gestes. Mais il y a un problème qu'il y a quand les chevaux sont ferrés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distorsion au niveau des talons. Quand le cheval est pieds nus, un talon peut monter plus haut que l'autre. Par exemple, quand il est sur un caillou, il va y avoir un talon là et l'autre talon plus bas. Hein. Et quand le cheval est ferré, ça ne peut plus arriver puisque c'est rigide. Donc le pied va toujours rester, on va dire, avec une ligne horizontale entre les deux lignes de talons du fer. Et c'est ce qui fait le plus mal au cheval quand on le défère, c'est d'avoir ces talons qui peuvent bouger l'un par rapport à l'autre. Et c'est plus douloureux à la limite que la sole. On pense toujours à la sole qui est sensible, mais souvent c'est cette distorsion des talons qui est problématique chez les chevaux qu'on défère. Et donc, est-ce que c'est à cause de ça, peut-être que le cheval avait mal? Je ne sais pas. Il faudrait vraiment étudier le cas. En tout cas, C'est vrai que nous, on a vu plus le côté je balance mes antérieurs vraiment loin. J'avais l'impression d'avoir un poney volant, mais c'était pas dans le bon sens du terme. Mais oui, peut-être que du coup, c'était pour poser un peu le pied différemment. Il faudrait peut-être le déférer tout court à un moment où il y a beaucoup de boue, ou des choses comme ça. Et comme ça, il a pas mal aux pieds parce que le terrain est pas trop dur. Et voir à ce moment-là s'il s'habitue avant de lui remettre des chaussures et qu'on ne lui remettrait pas 24 heures sur 24 non plus, dans ce cas-là, pas décoller. Ouais, bah là je me pose la question parce que on déménage sur Beauvais, donc potentiellement des terrains aussi un peu plus cool, parce que plus proche du nord de la France, et puis ça va être l'hiver. Ok, donc ça serait peut-être le moment effectivement d'essayer. C'est peut-être le moment idéal. Et puis, quand vous partez en extérieur, juste mettre une chaussure à ce moment-là et en prendre une un petit peu rigide pour ne pas faire trop de différence d'un coup. Et oui, moi je voulais commencer par les postérieurs du coup, parce que je m'étais dit, au moins on s'habitue à l'arrière, au lieu de déférer et de laisser sans rien. Je peux déférer et quand même protéger un peu. C'est vrai que si on défère en deux temps, effectivement, il vaut mieux juste déférer derrière, parce que c'est plus simple. Après tout, on peut essayer comme ça. Hein. Ce sera juste un peu plus compliqué, mais bon, on va essayer de trouver une solution pour vous. Je prends note de l'idée. Mais voilà, du coup, je profite du podcast, je le reconnais, mais bon, j'ai des questions intéressantes, n'est-ce pas, hein Vous qui êtes dans votre voiture en train de faire le ménage, là, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, de toute façon, c'est des questions que d'autres personnes peuvent se poser, donc c'est jamais égoïste. Hein. Ils aiment être sympas. Bon, allez, du coup, si je reprends, on a parlé tout à l'heure du maréchal qui devait faire un parage en particulier, du pareur éventuellement. En termes d'hyposandale, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait apprendre à parer soi-même, histoire de mettre un coup de râpe plus régulièrement que les 6 semaines, entre guillemets, habituelles de ferrure. Alors, vrai ou pas vrai ? Les deux. Ouais. ça dépend des cas. Okay. Hein, si vous êtes un cavalier qui va mettre les hyposandales une fois de temps en temps, et le cheval il pousse, on va dire, à une pousse normale et vous avez choisi une hyposandale tolérante, ça pourra très bien tenir les 6 semaines. Et je vais dire, moi, je me mets un petit peu dans cette case-là. Je suis plutôt cavalière de dressage. Mon cheval va souvent faire du bac à sable. Et du coup, je lui mets les chaussures quand je vais en extérieur. Et en général, je n'ai pas besoin de mettre de coups de râpe et j'attends que ma podologue vienne toutes les 6 semaines faire le travail. Voilà. Après, si on est pointu, qu'on fait de l'endurance, à ce moment-là, on va avoir des chaussures près du pied. Et c'est pour ça que je les déconseille aussi à ceux qui ne veulent pas s'embêter et qui sortent une fois de temps en temps. Et dans ce cas-là, la chaussure va être très proche du pied. Si on prend une glove, il y a une chaussure toutes les 4 mm. Donc 4 mm, c'est vite fait, surtout au printemps quand le pied pousse vite. Voilà, donc dans ce cas-là, effectivement, il faudra apprendre à donner un coup de râpe pour pouvoir rentrer dans les chaussures et avoir toujours le pied à la même taille. Hein. Pareil, si vous voulez faire du collage, il va falloir avoir le pied... nickel, tout le temps. Par contre, il est quand même intéressant
même dans le premier cas de figure, d'avoir une râpe quand vous déferrez. Parce que les premiers mois sont un peu compliqués. Comme je disais, il y a des éclats qui partent. Et si vous ne voulez pas que le sabot s'abîme, il faut vite donner un coup de râpe à l'endroit de l'éclat pour qu'il ne se répercute pas un peu plus loin et que ça n'endommage pas le reste du sabot. D'accord. Quoi qu'il arrive, c'est bien finalement d'avoir les connaissances de base, ne serait-ce même si on part en rando, si on a un problème ou quoi. C'est Oui, bien non, mais ouais. tout à fait. Ok, Ouais. ok. Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est le prix. Parce que ce qui rend, à mon avis aussi, le fer aussi populaire, c'est qu'il n'est pas si cher que ça quand on a une ferrure pas complexe. Et par rapport aux hipposandales qui sont un investissement. J'utilise le mot investissement volontairement parce que, après, je pense que sur une année, on s'y retrouve. Mais en tout cas, l'achat de base des premières paires d'hipposandales, c'est quand même un gros coût. Et puis, on parlait d'usure. Après, il faut aussi avoir conscience qu'on les change régulièrement. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des paires qui sont plus ou moins chères ? Est-ce qu'il y a des paires qui durent plus ou moins longtemps ? Est-ce qu'il y a possibilité de plier plusieurs fois ? Alors, oui et non pour tout. Hein. Il y a effectivement des chaussures qui sont plus solides que d'autres. La plupart du temps, comme j'ai dit au départ, on ne choisit pas par rapport au prix. Ouais, c'est souvent pas le critère numéro 1. Voilà, on est obligé de choisir la chaussure qui va au cheval. Hein, et ensuite, on ce prie qu'on fait pour que ce avec soit pas le la plus cheval. chère. Voilà, c'est ça. Le prix n'a pas de relation avec la qualité. Ça dépend. Nous, on a des prix auxquels on les achète. Et donc, on répercute un pourcentage pour pouvoir vivre ça, c'est là-dessus, normal, comme tout le monde. Quoi. Mais par exemple, Renegade, c'est la plus chère. Elle est fabriquée aux États-Unis. Donc, elle est plus chère qu'Easycare qui est fabriquée en Chine. Après, on peut avoir des chaussures d'Easycare comme des épiques qui vont durer très très longtemps. Voilà, parce que le caoutchouc est épais. Après, ça va être dans les détails que c'est un petit peu moins bien fait. Mais le caoutchouc de départ, qui est quand même la base de la chaussure, n'est pas forcément moins durable qu'une autre. Vraiment, le prix, c'est pas fiable, on va dire, comme indicateur. Et on va dire qu'une moyenne, une grosse moyenne, ça va être entre 90 et 120 € la chaussure. Par exemple, les gloves vont être un petit peu moins chers, c'est simplement parce qu'il y a moins de matériaux. C'est les chaussures qui sont très près du pied, il y a aucun câble, il n'y a rien du tout. Donc, passer un temps, on attirait beaucoup les gens parce que c'était une chaussure pas chère. Mais en même temps, il faut avoir le pied qui correspond, il faut sans arrêt être en train de garder le pied pareil. Donc, on a d'autres inconvénients. On va prendre une Old Mac, une taille pas très grande, on va dire jusqu'à la taille 6, c'est 196 € la paire. C'est une des plus costauds, quoi. Je veux dire, ça dure. Oui, c'est énorme, et puis sans l'être en même temps, parce que moi, je vais faire Cantat toutes les 6 semaines pour l'endurance. C'est vraiment au top du top, entre les points de tungstène, la plaque, le silicone, et puis le parage, le maréchal. Ça me coûte 200 € toutes les 6 semaines. Donc bon, je peux investir dans une paire de sandales, quoi. Ça, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont des ferrures plus faciles, entre guillemets, qui payent 50, 60 €, je me posais la question de est-ce qu'il y avait des entrées de gamme, entre guillemets. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça va durer plus longtemps qu'à faire. Mais non, je pense qu'au début, c'était vraiment une grosse question les premières années où les gens avaient l'impression que c'était très cher. Maintenant, c'est pas trop une question qui revient. Je pense que sur les forums, ça doit se dire que finalement, ça dure relativement longtemps et que c'est pas trop un problème. C'est plus un problème, je pense, pour les chaussures collées, parce qu'effectivement, il y a l'investissement de la colle, les canules, le pistolet, enfin bon, c'est plus à réfléchir quand on en vient au niveau du collage. Sinon, je pense que c'est un prix raisonnable. Bon, il faut quand même compter le prix du parage. Hein, il ne faut pas l'oublier, si on ne le fait pas soi-même, il faut avoir le podologue qui vient. Après, pour ce qui est du paiement en plusieurs fois, on a PayPal sur le site qui propose un paiement en 4 fois, quel que soit le site. Donc ça, c'est assez facile. Ça marche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour les essayages, parce que ça, c'est plus une question qui revient, c'est les cavaliers ont peur de se tromper. Et donc d'avoir payé 200 € pour quelque chose qui ne convient pas. Donc il faut savoir, nous, on essaye au téléphone de donner le plus d'informations possible. Après, le 100%, c'est pas possible. Donc il y a toujours des cas où ça ne va pas. Donc même si vous êtes sûr de vous,
Quand vous faites l'essayage à la maison, prenez ou un sac en plastique ou alors du plastique alimentaire pour mettre autour du pied du cheval. Comme ça, l'intérieur de la chaussure restera complètement neuf. Parce que même si votre pied est propre, il y aura toujours un petit quelque chose qui va sortir. Donc là, vous mettez ça, la chaussure reste complètement propre. Et ensuite, vous posez par terre des cartons, des couvertures, des bâches, ce que vous voulez. Comme ça, le pied ne se pose pas par terre. Parce que le caoutchouc marque beaucoup. Donc, il suffit de le poser une fois sur du goudron ou n'importe quoi, ou sur du béton, et ça va marquer. Oui, ça fait une rayure et derrière, Voilà. c'est difficile à revendre pour vous. Voilà. Après, on ne peut pas le reprendre pour neuf. Alors, si ça ne va pas, quoi que ce soit la taille, on reprend, on va changer la taille. Si c'est le modèle, vous dites, finalement, je ne voyais pas ça comme ça, finalement, ça ne me plaît plus, je préfère un autre modèle. On change, je veux dire, c'est pas compliqué. On ne veut pas que vous ne soyez pas satisfait. Donc, voilà. Et après, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine non plus d'être agressif si vous savez quelque chose qui ne va pas. Nous, on veut juste être gentil et arriver à vous satisfaire. Alors, de temps en temps, on a quelques personnes qui sont tout de suite agressives. C'est pas très agréable, c'est difficile. Oui, parce qu'en fait, un commerçant heureux, c'est un commerçant qui n'entend plus parler de ses clients avant un moment. Voilà. Donc franchement, moi je comprends que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est une bonne nouvelle, quelque part. Voilà. Mais donc, on est prêt à reprendre, à essayer de trouver, on veut toujours trouver une solution pour vous satisfaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, quel que soit le problème. Appelez, c'est le plus simple. Les messages par mail, on a toujours beaucoup de mal à être à jour. Donc, on a du retard. Je suis vraiment désolée, je m'en excuse d'avance pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui disent « j'ai envoyé un mail et j'ai pas encore de réponse, ça fait 15 jours. » Je suis désolée, on essaye vraiment, mais... Prenez votre téléphone. Voilà. Ça marche. Alors, question, je reviens sur l'usure. Oui. Est-ce que c'est comme les pneus, où il y a des témoins d'usure, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut se dire « il faut que je change d'hyposandale » ? Alors, il n'y a pas de témoin d'usure. Par contre, on va voir nous-mêmes. On a vu la sandale au départ, et quand on voit que les crampons, on va dire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, la matière caoutchouc diminue, ou quand le cheval commence à glisser, on se dit que peut-être c'est qu'on est allé... voilà. Okay. Il va falloir peut-être renouveler. Et en termes d'usure, toujours, est-ce qu'il y a des chevaux, par exemple, qui les usent comme les humains avec nos chaussures, qui ne les usent pas symétriquement ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Comme ils usaient leur fer. Ouais, d'accord. Tout pareil. C'est exactement pareil. Malheureusement, un cheval qui usait beaucoup ses fers va beaucoup user ses chaussures. Un cheval qui usait peu les fers va user peu les chaussures. Et si effectivement il usait plus à gauche qu'à droite, qu'il n'était pas très équilibré, ça va rester pareil. Après, il va falloir essayer de voir avec le parage ce qui se passe au niveau de locomotion. On peut intervenir, je pense, un petit peu plus en étant pieds nus qu'en étant ferré sur le parage. Donc là, ça serait à voir effectivement avec le podologue ou le maréchal comment intervenir et éventuellement expliquer à la personne comment intervenir entre les 6 semaines justement. S'il faut faire une rectification, dire dès que là ça pousse, tac, on rectifie. Oui, parce que moi j'ai peur du coup qu'en gros on remette le parage normal à chaque fois, mais que la chaussure elle devienne bancale en fait au fur et à mesure avec les usures si on la change pas autant qu'un fer en gros. Oui, non, mais c'est quand même plus résistant qu'un fer. D'accord. Donc, ok. Avant de voir les usures, on peut y aller. Il faut déjà y aller. Défi relevé. Ok, ça marche. Sandales d'occasion, enfin hippo-sandales d'occasion, on en trouve beaucoup sur des sites Orange ou même sur des réseaux sociaux. Énormément. On en trouve beaucoup. Bien, pas bien. Comment savoir si elle est toujours ok, cette hippo-sandale d'occasion ou pas? Alors, ça dépend ce que vous allez vouloir en faire. Ce qu'il faut demander, c'est d'avoir le plus de photos possible pour voir effectivement qu'il n'y ait pas d'usure anormale, que ça ne soit pas tout usé à gauche et pas à droite ou des choses comme ça. Et puis aussi, alors quand c'est du plastique partout, ça pose pas de souci. Quand c'est des chaussures montantes qui sont par exemple comme des Equine Fusion, les All Terrain Ultra, voir qu'il n'y a pas trop de plis dans les matériaux.
que ça n'a pas pris des mauvais plis et demander que les velcros soient encore en état. Mais dans certaines chaussures, par exemple des Renegades, il y a plein de pièces de rechange. Donc, s'il y a un velcro qui ne fonctionne plus, on rachète un velcro, quoi. Dans les Cavallo, c'est pareil, il y a des velcros de rechange. Il y a beaucoup de chaussures qui ont des pièces de rechange. Donc, si ça c'est usé, c'est pas très grave. Ce qu'il faut regarder, c'est essentiellement l'état de la semelle. Alors après, oui, pourquoi pas, hein, ça peut d'une part dépanner. Peut-être quand on vient de déferrer, effectivement, si on n'est pas sûr, on se dit si c'est que pour 2-3 mois, on peut essayer ça. Ou on peut avoir le phénomène inverse, on achète des neuves et puis on les revend d'occasion si jamais ça ne va plus. Et vous faites, vous, des hipposandales d'occasion ou pas du tout? Oui, alors on fait du dépôt-vente D'accord. de clients qui nous envoient leurs chaussures à vendre. Alors, il faut regarder ça, par contre, dans la rubrique occasion, voir ce qu'il y a, parce qu'évidemment, ça change tous les jours, Ouais. en fonction de ce qui arrive et de ce qui repart. Ok. Ça marche. Une dernière question peut-être sur les hipposandales vétérinaires, il y en a aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, et c'est énorme. Énorme, en particulier pour les fourbures. Alors là, le nombre de personnes qui sont revenues vers nous en disant qu'on avait sauvé leur cheval est très grand. Et ça fait extrêmement plaisir. Elle a des étoiles dans les yeux. Oui. Franchement, moi, si je peux sauver un cheval, oui, de l'euthanasie, c'est franchement... Voilà. Donc là, je dirais à 100%, je vais peut-être me mettre des vétérinaires et des maréchaux à dos, mais ne ferrez pas pour une fourbure. Déferrez et mettez les chaussures qui s'appellent Cloud ou Cloud. Ça s'écrit comment? Ça C-L-O-U-D. C-L-O-U-D, ok. Cloud, comme en anglais. Voilà. Nuage. Hein, okay. Et vraiment, ça, c'est ce qui va vraiment fonctionner le mieux. Alors, c'est moins précis comme chaussure, hein, évidemment. Les mesures, on n'a pas besoin d'être au millimètre près. Si le cheval a une fourbure, vous prenez les mesures tout de suite, vous déférez, prenez les mesures, on vous les envoie. On peut envoyer en chronopost. Ça arrive le lendemain, vous les mettez et la plupart du temps, les chevaux peuvent remarcher. Alors, ils ne vont pas forcément trotter et galoper tout de suite, mais des chevaux qui ne se levaient plus, ils se lèvent. Des chevaux qui avaient du mal à mettre un pied devant l'autre, ils marchent. L'école vétérinaire de Lyon en a un stock. Au niveau taille, du coup, j'en profite, ça couvre absolument tout, du Shetland jusqu'au trait ou c'est Alors, ça va du Shetland jusqu'au trait. Okay. Voilà, donc là, on a vraiment beaucoup de taille. Et pour les plus petits, pour les mini, alors malheureusement, on n'a pas celle-ci, mais on va prendre ce qui marche quand même déjà pas mal du tout. C'est les équines fusion, les actives avec une semelle dedans, et ça dépanne déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'un fer bricolé. Voilà. Ok. Combien l'hipposandale vétérinaire comme ça, Cloud? Alors, les tailles petites et moyennes, on va dire, c'est 108 l'une. Ok. Les grandes tailles, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 126 ou quelque chose comme ça, mais je ne sais plus exactement. Voilà, il faut déjà déterminer la taille et puis après, ça donne le prix. Qu'est-ce qu'elles ont, du coup, ces hipposandales? Elles permettent de rééquilibrer, c'est ça? Alors, elles ont une énorme semelle en EVA. C'est de la mousse. C'est une mousse et qui est en plus un petit peu inclinée, donc qui permet de soulager. Et puis en plus de la grosse semelle de la chaussure elle-même. Et elles sont faciles à enfiler parce que l'arrière, alors là c'est pareil, si vous en achetez, vous regardez sur le site, il y a une photo où on voit l'hipposandale ouverte et l'arrière se replie vers le bas. Donc en fait, on n'a plus qu'à l'enfiler comme qu'on enfilerait une pantoufle. D'accord, ok. Voilà, et ensuite on referme l'arrière. Donc pour les chevaux qui ont mal aux pieds. Ouais, très pratique. Voilà, c'est rapide parce qu'on ne peut pas le lever très longtemps, le pied d'un fourbu. Hein. Si le cheval est plus fourbu d'un côté que de l'autre, il faut commencer par le pied qui a le plus mal. Parce qu'il restera un peu plus facilement en appui sur l'autre. On met celle-ci et une fois qu'il sera en appui sur celle-là, il va sentir le confort et il voudra bien lever l'autre pied. D'accord. Mais ça, vraiment, oui, ça aurait été dommage de ne pas en parler. Après, il en existe d'autres qui vont être utiles, par exemple, pour des abcès ou quand on veut garder le pied propre, ça va être une RX ou une recovery. L'une ou l'autre n'a pas beaucoup d'importance. Après, on va voir en fonction de la taille. Mais voilà, un cheval qui a un abcès ou qui a besoin de pansement pour une raison ou pour une autre, on va mettre une chaussure. Parce que, bon, pareil, je partage ma vie, mais j'ai déjà connu le combo gaz, plus couche, plus scotch, plus plein de choses. Et oui, j'ai regretté à ce moment-là de ne pas avoir d'hipposandale.
Et c'est évidemment quand on en a besoin qu'on se dit hé, j'aurais dû en avoir une, mais c'est trop tard. Oh, c'est jamais trop tard parce que on met un pansement en général pour plus d'une journée. Et c'est pareil avec le Chronopost. Nous, on essaye d'avoir beaucoup de stock. Alors, il peut arriver qu'on soit en manque de quelque chose. Mais en tout cas, les chaussures de soins, on est très, très, très rarement en rupture de stock et on peut les envoyer en Chronopost pour le lendemain. Ok. Hein, Bon, c'est donc, bon à savoir. Et limite, est-ce que ça vaut le coup en fait, d'en prévoir une dans sa pharmacie, tout simplement, au cas où? on peut. Ouais. On peut, hein, bien sûr. Si on sait la taille de son cheval, voilà, on prend la taille, oui, on en a une. Il y a des personnes qui font ça. Hein. Et comment prendre la taille? Parce que là, quand on n'a rien, mais il est ferré. Et ben, quand le maréchal vient, Ok. une fois qu'il est déferré, on prend la taille, on mesure. Ça a besoin d'être moins précis qu'une chaussure de marche. D'accord. Même ou- concept avec les photos, du coup, toujours. Oui, voilà. Hein. Attention aux doigts, on n'oublie pas. Et puis du coup, eh ben, ça peut permettre effectivement d'en avoir une pour le cas où. Ouais. Hein, il y a des chevaux qui ont tendance à faire effectivement des abcès à répétition, des choses comme ça, ou toujours à la même époque. Et dans ce cas-là, effectivement, en avoir une sous la main, c'est pratique. Après, si c'est temporaire, on peut en mettre une. Si ça dure un peu, moi, je préfère en mettre deux. Parce que sinon, le cheval va être complètement déséquilibré. Il y a quand même une semelle qui est épaisse, hein, forcément, pour isoler le cheval du sol. Et bon, bah, s'il a le pied droit plus haut que le gauche, au point de vue ostéopathique, ça va poser des problèmes. Oui, bah, ça c'est facile à imaginer. Si nous on s'enlève une chaussure d'un côté, on n'est pas bien. Voilà. Ou qu'on marche avec un talon d'un côté et puis de l'autre côté une chaussure tongue. plate. Voilà. Ça va pas. Voilà. Ouais, ça va pas aller très longtemps. Ouais, ok. Ouais, bah voilà, on se le note, amis. Prenez le note mental pour la prochaine fois. Vous parliez tout à l'heure des stages pour apprendre à coller. Est-ce que vous avez comme ça d'autres services à proposer en termes de stage ou de formation, en plus via SOS Sabot? Alors oui, c'est un petit peu nouveau. Enfin, quoique j'ai déjà fait 2 formations générales sur les hipposandales, une dans le Cantal et une en Belgique, où on m'avait demandé de venir pour présenter les différentes hipposandales. Et puis là, au cours de l'année passée, j'ai eu beaucoup de demandes. Et il y a aussi un nouveau métier qui s'ouvre, c'est qu'on a appelé boot fitting, où des personnes se déplacent avec des kits d'essayage et des hipposandales pour voir en vrai ce qui va aller au cheval et pour pouvoir conseiller. Donc, Mais c'est génial. oui, voilà, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Et il y a donc une bootfitteuse qui est installée très près de SOS Sabot. Donc, nous avons décidé de faire une formation commune. La première aura lieu en janvier. Sur 2 jours. Alors, de mémoire, là, je crois que c'est un lundi et un mardi, je crois que c'est le 24 et 25 janvier. À vérifier, c'est sur la page Facebook de SOS Sabot. Ok. Et donc, la première journée sera consacrée à la théorie et ça sera moi qui vais présenter les différentes hipposandales, les modèles, comment les choisir, les avantages, les inconvénients des unes par rapport aux autres, où tout le monde pourra aussi les toucher. Et le deuxième jour, ce sera animé donc par Nathalie Tournier, qui est la bootfitteuse qui habite pas très loin d'ici. Et ce sera des essais sur chevaux où chacun pourra mettre en pratique et voir comment on choisit une hipposandale en fonction du cheval. Donc ça peut intéresser ceux qui sont podologues, maréchaux, qui veulent conseiller les chaussures, enfin les hipposandales à leurs clients, ou ceux qui veulent s'installer en tant que bootfitter. Ou les particuliers aussi, qui veulent trouver, profiter Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors après, la première journée, à la limite, peut être en nombre illimité. La deuxième journée, on limite à 10 pour que chacun ait vraiment le temps de faire des essais sur plusieurs chevaux, ici, sur place, au passage. D'accord. Et s'il y a trop de monde, eh bien, on renouvellera cette formation. Voilà, donc toutes les infos sont sur Facebook ou bien par téléphone. Ok, ça marche. Je réagis à la bootfitteuse, du coup, extrêmement intéressant. C'est vrai que pour les saddle fitters, on commence à avoir l'habitude qu'un professionnel vienne voir notre cheval avec plein de selle. Là, le concept est le même, du coup. Tout à fait.
Tout à fait. Nathalie Tournier. Voilà, et donc elle se déplace, donc elle a tout un tas de kits d'essayage, et puis elle a aussi des vraies chaussures, et donc elle va chez les personnes, elle fait des tournées, quoi, comme font des maréchaux, des podologues, voilà. Et puis il y a aussi des podologues qui se mettent à faire ça, et à demander évidemment un supplément pour le temps passé, pour Oui, pour le faire service rendu. voilà, hein, parce qu'on passe un petit moment quand même à faire des essayages. Oui, mais c'est normal, hein, c'est Voilà. le service qui veut ça. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un service que nous, on ne peut pas faire. On l'a fait tout au début, mais il y a vraiment trop de demandes. On passerait nos journées à ne faire que ça. Donc, malheureusement, c'est pas l'orientation qu'on a choisie. Nous, on est plus dans le conseil téléphonique et dans la vente des différentes hipposandales, alors que ces personnes-là, en tout cas Nathalie Tournier, ne vend pas les chaussures. Elle se contente de faire les essayages. Voilà, on la connaît puisque comme elle est à côté, on sait comment elle fonctionne. D'autres bootfitters qui sont partenaires, entre guillemets, avec vous? Alors, pour le moment, pas en tant que tel, mais il y a énormément de personnes qui achètent des kits complets pour pouvoir faire des essayages chez leurs clients. D'accord. Donc, je pense que oui, ça va venir très vite. Et pareil, sur le site SOS Sabot, on essaye, il n'est pas vraiment à jour, mais il y a un annuaire par heure où il y aura une rubrique aussi qui indique s'ils sont bootfitters ou pas. D'accord. Donc pour chercher quelqu'un dans sa région, voilà, ça va être facile. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'aide dans cet annuaire. Je n'ai pas encore eu le temps de les mettre en ligne. Donc s'ils m'écoutent, qu'ils m'en excusent, je vais essayer de réparer ça dans les 15 jours à venir. Là, voilà, ça fait partie de mes travaux à faire. Là, non, pas tellement, parce que là, c'est moi qui ai les données. Il faut que je les rentre sur le fichier de l'ordinateur. Donc, je vais essayer de faire ça très, très vite. Mais là, pendant l'été et ensuite Equita, on est un peu débordé et je n'ai pas le temps de faire ce genre de choses. Donc, je vais profiter on va dire, de la trêve qui n'est pas estivale, mais qui est hivernale chez nous, hein, où on a quand même un petit peu moins de travail pour rattraper le retard de ce côté-là. Ok. Ça marche. Et vivement que le site soit à jour. Je suis sûre qu'on va tous aller voir. Oui, non, mais ça va. Voilà, l'idée est bonne, je pense, hein, c'est d'avoir par département les différentes personnes et ce qu'elles proposent. Si elles proposent du parage, de la ferrure, voilà, du boot fitting ou autre chose. Voilà. Super, merci. Je crois qu'on va entendre les chiens, là, on est désolé. Et ils sont contents, ils sont juste dehors. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout traité et que vous avez envie d'ajouter L'essentiel pour moi, c'est de dire que je pense que tous les chevaux peuvent arriver à être pieds nus si on admet qu'il faut des hipposandales. Hein. Le pieds nus intégral, c'est pas forcément possible pour tous les chevaux. Qu'on doit arriver à trouver une chaussure qui va à chaque cheval. Ça peut être plus ou moins long selon les cas, mais qu'il ne faut pas désespérer. Si vraiment vous avez envie que votre cheval soit pieds nus, on finira par trouver une solution. Et que n'hésitez pas, téléphonez aussi souvent qu'il le faut. C'est pas grave. Notre but, c'est de vous satisfaire et que votre cheval soit bien. Donc, notre client premier, c'est le cheval. Même si ça passe par vous, cavalier. Ça marche. Alors, question subsidiaire. La dernière, promis. Alors, je la pose à tout le monde, c'est pour le mot de la fin. En fait, si je vous dis lien cavalier-cheval, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Oui, c'est l'amour réciproque qui va être que le cavalier va porter à son cheval et que du coup, le cheval va pouvoir porter à son cavalier. Ça n'a pas de rapport avec les hipposandales, mais à mon avis, si on aime son cheval, vraiment, et qu'on pense à lui en premier avant de penser égoïstement à nous en tant que cavalier ou propriétaire, tout va bien aller. On va chercher la bonne selle, le bon mors, la bonne écurie, le bon pré, les bonnes chaussures, tout va en découler. Voilà, donc c'est pour ça que ça me semble le plus important. C'est un très beau mot de la fin. L'amour, c'est un très très beau mot de la fin. Bon. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Angélique d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici pour merci de m'avoir pour consacré me parler. du temps. À bientôt. Et bien voilà, l'épisode avec Isabelle, c'est terminé.
J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur les hipposandales. Pour le podcast, moi je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours environ pour le prochain épisode. Et puis en attendant, ma foi, passez une excellente semaine. Allez, à bientôt!